viens aux autres motifs de cette mobilisation, parce qu'il n'y a pas que le Mercosur. Un mot quand même sur la coordination rurale, l'un de vos concurrents dans le monde du syndicat agricole, qui accuse le groupe agro-industriel Avril, dont vous présidez le conseil d'administration, d'investir au Brésil en prévision du Mercosur, en se disant si le Mercosur est signé, on commence à investir. Vous répondez quoi à la coordination rurale? Je leur réponds qu'en fait on a investi au nom, encore une fois, des agriculteurs français dans de l'oléochimie. Vous savez, l'oléochimie, c'est ce qui va remplacer demain le pétrole, qui va nous permettre de décarboner. Et on a investi dans une entreprise familiale qui traite du ricin. Vous savez, c'est une huile qu'on ne trouve pas en Europe. Il y a 2 endroits dans le monde où on en trouve, c'est en Inde et au Brésil. Et donc, on a besoin de cette huile pour acquérir cette expertise de l'oléochimie qui nous permettra demain d'avoir des produits décarbonés. Et donc, notre rôle, c'est de préparer l'avenir. Vous voyez, c'est d'essayer de préparer l'avenir. Et puis, ce que ne dit pas la coordination rurale que je vous dis, c'est aussi qu'on a investi avec la Banque publique d'investissement dans la reprise de Metex, qui s'appelle aujourd'hui Eurolysine, et qui était la dernière usine en Europe qui fabriquait des acides aminés pour l'élevage. Elle était en liquidation judiciaire. La menace, c'était les Chinois. Et donc, nous, on essaie d'être cohérents, à la fois sur la souveraineté alimentaire, parce que c'est ce qu'on prône, et à la fois sur la préparation de l'avenir, parce que même si on est en situation difficile et que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, préparer demain la décarbonation, c'est aussi la responsabilité de ceux qui sont les leaders du marché, et c'est le cas pour Avril concernant l'oléochimie. Oui, donc bonjour, vous avez entendu monsieur Arnaud Rousseau. Je fais un effort quand je parle de Arnaud Rousseau et de ses déclarations, il est dans son rôle. Parce que souvent je fais une erreur, je dis monsieur Belin, parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau dans ses propos et dans sa façon de mener la FNSEA à monsieur Belin. Même si ceux qui ont été avant monsieur Belin ou après monsieur Belin, ça n'a rien changé sur la politique de fond. Alors, vous avez entendu, très très intéressant, faire face aux Chinois. Alors, qu'est-ce que la Coperle fait avec son outil de sélection en Chine? Pouvez-vous nous donner, monsieur Belin, vous qui connaissez bien les dirigeants de la Coperle qui sont de la FNSEA, quel a été le retour sur investissement pour les producteurs de porc bretons de la Coperle sur cet investissement du géant du porc qu'est la Coperle? Ça serait intéressant. Sur le lait, les accords qu'il y a eu avec les Chinois sur le lait, les tours de séchage en Bretagne, pourriez-vous nous donner en euros constants le retour sur investissement, le salaire net des producteurs de lait qui se sont engagés dans cette aventure avec les Chinois? Idem pour la viande bovine qui est vendue en Chine. Pourriez-vous nous donner, non pas les bénéfices de M. Bigard et des multinationales, parce qu'ils sont tellement importants qu'ils payent une amende pour ne pas publier leurs résultats. Mais moi, je vous parle du revenu des paysans, parce que justement, dans les 40-45% en dessous du RSA, dans les revenus agricoles, il y a beaucoup de producteurs de viande bovine. Donc vous voyez, les exportations de viande bovine vers la Chine n'a pas dû les enrichir. Voilà. Donc, aujourd'hui, Mercosur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque année, il y a une piqûre de rappel pour bien faire comprendre aux agriculteurs pourquoi ces mobilisations chaque année. C'est pour éviter que les paysans y réfléchissent et ils demandent des comptes à leurs bourreaux. Les bourreaux, c'est ceux qui les manipulent et qui achètent les produits dans les exploitations. Ce n'est pas le Mercosur, ni le CETA, ni tous les traités de libre-échange qu'il y a eu. Les traités de libre-échange, ils accentuent la situation parce qu'ils servent de prix de référence à l'industrie agroalimentaire et aux grandes surfaces pour faire baisser les prix. Et les accords de libre-échange tels que le Mercosur, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va passer les commandes? Est-ce que c'est Annie Genevard qui va passer les commandes de ces 100 000 tonnes de viande et ces tonnages de volailles? Non. Qui va passer les commandes? Qui passe la commande? Les centrales d'achat et les multinationales de l'agroalimentaire. C'est eux qui passent les commandes. Donc c'est un appel de produits différents des nôtres, avec des charges sociales et des coûts environnementaux qui n'ont rien à voir avec les nôtres.
c'est du moins-disant social et environnemental, c'est l'exploitation de ces paysans-là où ils produisent, et ça n'a qu'un objectif, faire baisser les prix. Donc je reviens au mot d'ordre actuel. Les normes, le Mercosur. Souvent je manque de temps, je remercie André Berkoff, je remercie CNews et BFM, mais quand on est sur les plateaux, on a quelques minutes. Et on ne peut pas développer tout ce qu'il y a à développer, c'est très complexe. C'est des mots d'ordre qui passent, le syndicat. C'est pour capter l'opinion publique, faire croire que le problème aujourd'hui c'est le Mercosur, c'est les normes. Rien à voir. La partie administrative, pour une exploitation de 100 000 à 1 300 000 euros, quand vous déléguez la comptabilité, la PAC, les plans de fumure et tout, ça va de 3 000 à 6 000 euros pour l'année. Et ce qui manque dans les exploitations, dans les petites, il manque 50 000 euros par an, sur le produit, ou un mix des deux. 30 sur le produit, baisse des charges, comme on veut. Mais il manque 50 000 dans les petites. Et dès qu'elles sont un peu plus importantes, il manque 100 000 euros par an de recettes. Voilà de quoi on parle. Alors le mot d'ordre, il est fait pour tenir les troupes, il est fait pour les élections. Dans les années 2021, agribashing, attention, danger, parti animaliste, les écolos. En 2020, faire du défi du changement climatique une opportunité pour l'agriculture. En 2020, les années 2019-2020, déclaration de Christiane Lambert. Je remonte en 2010, bousculé par les grèves du lait, la FNSEA est poussée dans ses retranchements. Donc là, c'est 2010, c'est suite aux grèves du lait de 2009. 2012, appel à une flexibilité des aides PAC. Vous voyez ? Donc, chaque année, il y a un slogan et un mot d'ordre. Rapport moral, j'en ai pris quelques-uns, c'est pour prendre des exemples. Rapport moral présenté par M. Luc Guyot et M. Michel Ledru, secrétaire général et secrétaire général adjoint de la FNSEA sur l'évolution de la situation agricole au Congrès le 24 mars 87. Les mutations de l'agriculture française, la démographie, revendications concernant l'impôt foncier et les cotisations sociales. On peut en parler des cotisations sociales, je vous en parlais à la fin. L'évolution du secteur agroalimentaire, production, surface cultivée, consommation et distribution. Impératif, écoutez bien, de compétitivité, la concurrence et la solidarité professionnelle, propositions pour les agriculteurs en difficulté, les orientations pour l'agriculture française et la PAC, élimination du marché unique européen en 1992, les restructurations, les excédents de production en fonction des marchés mondiaux, respect des accords du GATT. Voilà. Chaque année, il passe des mots d'ordre. Les mots d'ordre, c'est pour frapper l'opinion publique et détourner le sujet. Aujourd'hui, sans le Mercosur ne va rien arranger, mais je vais vous provoquer, si le Mercosur demain est annulé, ça ne changera rien à la pauvreté des paysans. Les paysans, ils sont déjà pauvres, ils sont déjà par terre. 80% d'entre eux gagnent moins du SMIC brut, d'accord ? Les gens ne sont plus capables d'amortir des bâtiments neufs, plus capables de renouveler les parcs matériels. L'endettement, il est dans les coopératives, dans les banques, chez les entrepreneurs agricoles, chez les fournisseurs d'aliments, chez nos partenaires semenciers. Voilà. C'est eux qui font le crédit, c'est eux qui soutiennent à bout de bras les exploitations, voire les propriétaires, parce on fait traîner les fermages, parce qu'on ne peut pas payer les fermages. Voilà où est le monde agricole. Alors pourquoi ? Ça, c'est avant Mercosur. Pourquoi on en est là ? On en est là tout simplement parce que sur un caddie de 100 euros, il revient 6,50 euros à l'agriculteur. On en est là parce que le partage de la valeur ajoutée, sur 100, il doit revenir 40% à l'agriculteur, 24% à la transformation, 24% à la distribution et 12% pour la logistique. Voilà la réalité des choses. Parce que le fond des choses, c'est ça. C'est le revenu, c'est la marge. Aujourd'hui, on n'a pas de marge et de revenus pour nous permettre de renouveler nos parcs bâtiments et matériels,
nous rémunérer et ramener de la main-d'œuvre. C'est absolument impossible avec les prix actuels, même les prix franco-français. Il faut bien comprendre que le débat il est détourné. Sans le Mercosur, quand vous consommez du poulet, des cochons, des yaourts, de la viande bovine, produite en France, abattue en France, transformée en France, l'agriculteur n'a pas de marge. La marge reste chez nos intermédiaires, chez nos partenaires, l'industrie agroalimentaire et, en bout de course, comme vous le savez, la grande distribution. Donc, pourquoi ils font ces actions-là? C'est pour les élections chambres, c'est vital, parce que le résultat des élections professionnelles en janvier déclenche des enveloppes budgétaires pour 6 ans. Vous comprenez bien que si ils ont des mauvais résultats aux élections, le gouvernement, comme il cherche à faire des économies, il va diminuer les enveloppes budgétaires pour les syndicats, pas que le premier FNSEA, pour tous les syndicats. Donc derrière, c'est des licenciements d'animateurs, d'animatrices, peut-être pas pouvoir garder tous les directeurs dans tous leurs postes. Il est là l'enjeu. Donc c'est à celui qui fera l'action la plus spectaculaire. Il faut faire des actions spectaculaires. Si quelqu'un pouvait monter avec une brouette de fumier sur la tour des Champs-Élysées, il le ferait, pour faire un scoop, voyez, pour convaincre les paysans d'aller voter pour la FNSEA. Voilà l'enjeu, c'est un enjeu financier derrière. Bon. Ensuite, quelles sont nos marges actuelles? Alors ça, je l'ai dit, il revient que 6,50 € sur un caddie, et l'échec bien avant Mercosur, on frôle les 1 500 000 hectares aujourd'hui en friche en France. Sur 30-31 millions d'hectares qu'il y a avec les Landes, les parties en montagne, il y a 27 millions à la PAC, mais il y a presque 1 500 000 hectares en friche à l'instant où je parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur, ça n'a rien à voir ni avec les écolos, ni l'agribashing. Là, on parle de terres qui ne sont plus cultivées. Et on a beaucoup de gens qui cherchent des leviers qui sont rendus avec des emplois d'extérieur. Les femmes travaillent à l'extérieur, mais certains même sont double actifs. Et avec la non-rentabilité du retour sur investissement agricole, certains n'arrivent même pas à conserver les fermes des parents. Même en allant travailler à l'extérieur, tellement il n'y a plus de rentabilité, tellement le ratio, le coût des SMI, le coût de l'entretien et des réparations du matériel est tellement disproportionné par rapport à nos produits agricoles, le prix qu'on les vend, que les gens ne peuvent même plus entretenir les fermes des parents. Alors, le débat dans lequel il nous détourne, le Mercosur, les clauses miroirs. Les clauses miroirs, les normes. Bon, les normes, je vous l'ai dit, l'administratif, voilà, je vous ai répondu sur l'administratif. Les normes, ça dépend ce que vous faites. Quand vos bâtiments sont aux normes, en lapin ou en vache laitière, vous vous êtes mis aux normes, vous n'allez pas vous mettre aux normes tous les 2 ans. Dans les hors-sols, lorsqu'ils reprovoquent des mises aux normes, c'est pour attacher les paysans. C'est demandé par la profession. Les normes sur le lait, qui les a demandées? J'étais présent, moi, au ministère de l'Agriculture, lorsque j'ai eu des responsables professionnels de la FNSEA en face de moi et qu'on portait les normes cellulaires en dessous de 150 000 cellules, alors que la norme européenne était 400 000 cellules, et nous on l'a porté à 250 000. Ça a été une demande de la FNSEA, pour être plus précis, de la Fédération nationale des producteurs de lait, des gens bien connus, qui sont aujourd'hui à la retraite. C'est eux qui l'ont demandé. C'est eux qui l'ont demandé. Donc attention, qu'on soit honnête, qu'on dise les choses, on a le droit de ne pas être d'accord, mais qu'on soit honnête. C'est demandé par la profession. Et dans les hors-sols, lorsqu'il faut changer soit les cages, soit revoir les ventilations dans les bâtiments, c'est un entraînement fait par les industriels pour rattacher les gars financièrement à des emprunts. Parce que ceux qui ont des bâtiments amortis aux normes et qui fonctionnent, ils leur mettent plus de poulet ou plus de canards. Parce que ceux-là, ils ne peuvent plus les tenir. Ils n'ont plus d'endettement. Ils peuvent leur dire merde. Et quand on peut leur dire merde, ça ne les arrange pas. Donc, vaut mieux installer un jeune à côté avec un bâtiment neuf, dernier cri, et l'endetter pendant 25 ans. C'est ça la réalité des normes. Trompez-vous pas. Et pour les normes, je termine puisque je suis là-dessus,
elles sont identiques en Allemagne, supérieures au Danemark, en Suède et en Hollande. Donc faux argument. Et il y a d'autres pays dans le monde où il y a des normes. Certes, il y en a où il y a moins de normes. Mais vous pouvez supprimer les normes et supprimer les contrôles, ça ne résoudra pas le problème qui reste 6,50 € sur un caddie de 100 €. Vous pouvez enlever les normes, ça ne changera rien. C'est ça le message très important que je veux faire passer. Le Mercosur, donc s'il n'est pas signé, ça ne changera rien. Comme je vous l'ai dit, puisqu'on est déjà pauvre et ils vont continuer de nous asservir, on est traités comme des gueux depuis Louis XIV. Mais sur ce Mercosur qui va être signé, Emmanuel Macron pourrait faire pression pour ne pas le signer, non pas pour le Mercosur, puisque c'est un vote, c'est pas un vote à l'unanimité, c'est un vote à la majorité qualifiée. Mais il pourrait faire un rapport de force en disant, si vous passez le Mercosur, moi demain, quand il faudra un vote à l'unanimité sur l'élargissement, sur la politique étrangère, sur la justice, eh ben, la France mettra son droit de veto, car vous aurez passé en force contre l'avis de la France pour le Mercosur. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Mais une fois que le Mercosur va être mis en place, qui passe les commandes de la viande, de volaille ou de lait? Qui passe les commandes? C'est bien nos industriels et les centrales d'achat. Donc le gouvernement, que peut faire le gouvernement? Un dernier mot, les clauses miroirs, avant que j'en vienne aux propositions et au gouvernement. Les clauses miroirs, on nous dit, le problème du libre-échange, faut améliorer les choses, il faut des clauses miroirs. Mais dites donc, on est dans une économie, il n'y a pas de frontières. Le mur de Berlin, il est tombé, il y a longtemps. Les clauses miroirs, les gens qui travaillent dans l'agriculture, tout le para-agricole, ils les ont, les clauses miroirs. Un vétérinaire, il est protégé. On ne peut pas prendre des produits vétérinaires en Italie, en Belgique et encore moins en Bolivie. Les commerciaux, ils sont payés au prix mondial. Un commercial chez nous qui vend des engrais ou des tracteurs, il est payé le même prix qu'un commercial en Pologne ou au fin fond de la Roumanie. Vincent Châtelier, chercheur à l'INRA, ils sont payés combien les chercheurs dans les autres pays? Il n'est pas protégé, lui? Il n'a pas de clause miroir? Les présidents de syndicats, leur indemnité, elles sont au même niveau que ceux d'Amérique du Sud, que les responsables syndicaux du Paraguay ou de l'Uruguay. Et je peux continuer. Les comptables, les inséminateurs, tout le para-agricole, tous les gens qui vivent de près ou de loin via l'agriculture, tous les employés dans l'agroalimentaire, ils sont sur les mêmes bases de salaire que les gens en Amérique du Sud, qu'en Nouvelle-Zélande, qu'au Burundi. Il y a les clauses miroirs, là. Elles ont été appliquées, les clauses miroirs. Ils n'ont pas manifesté, ces gens-là. Ils n'ont pas bloqué les préfectures, ces gens-là. Et se sont appliquées pour eux, les clauses miroirs. Ils sont protégés. Ils sont payés sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. Puis tout se passe dans le meilleur des mondes. Et ça n'empêche pas de faire du commerce, des échanges et d'échanger informatiquement et ça voyage dans tous les sens. On va faire des formations à l'étranger. Nos techniciens vont à l'étranger et vice-versa. Et alors, ça fonctionne. C'est bizarre. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour l'agriculture? Le gouvernement, quand je dis que c'est une volonté politique, pourquoi au Canada ils ont mis la gestion de l'offre, malgré leur traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique? Ils l'ont bien, ça a bien été une volonté politique d'encadrer avec la gestion de l'offre le prix du lait. En Suisse, qui n'est pas dans l'Europe, pourquoi il y a des mesures de protectionnisme quand il y a encore des produits en Suisse? Ils mettent des taxes très importantes pour empêcher les produits étrangers de venir et faire effondrer les cours en Suisse. Pourquoi en Italie, en prix payé, en conventionnel, les gaz sont à plus de 60 centimes, 60 ou plus de 60 centimes, entre 60 et 70 centimes, autour de 54, 55 en prix de base, en conventionnel, les moins payés, l'intégralité du litrage. Pourquoi? C'est pas une volonté politique. Et là, c'est l'intégralité du litrage. C'est pas des gens qui viennent profiter de la misère des gens comme fait C'est qui le patron, où il fait croire que c'est l'intégralité du litrage et c'est quelques gars qui l'arrosent et qui fait venir sur les plateaux. C'est l'intégralité du litrage, là. D'accord?
En Égypte, en Algérie, que font les gouvernements? Ils sont en train de reprendre leur souveraineté et leur autonomie en fruits et légumes et tout. Ils sont en train de produire chez eux tout ce qu'ils peuvent chez eux. Là, ils ne calculent pas si ça va coûter plus cher ou moins cher. Ça s'appelle l'arme alimentaire. Ça s'appelle être autonome, être indépendant des puissances étrangères. Donc les solutions, les projets alimentaires territoriaux, locaux, avec les élus, pour que l'agriculteur serre la main aux élus, serre la main aux cuisiniers de la cantine et de l'EHPAD et reprenne sa facture. Parce que vous avez bien compris que dans le schéma actuel, on ne résoudra pas les problèmes demain avec les gens qui nous ont causé les problèmes hier et qui sont responsables de la situation. Je veux dire la FNSEA et les plateformes agroalimentaires. Donc ce n'est pas par ces gens-là qu'on va reprendre notre facture et qu'on va reprendre notre marge. Donc il faut reprendre notre facture. Et ensuite le commerce, parce qu'il y aura toujours du commerce, eh bien il y a bien du commerce pour les autres professions. Il y a bien des échanges. Un inséminateur qui est en Belgique ou qui est au Paraguay, il n'est pas payé le même prix qu'un inséminateur qui insémine en Mayenne ou dans le Maine-et-Loire. Ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi ce n'est pas possible de faire de la coopération entre les États? Et après, indépendamment de ce modèle de coopération entre les États et non de libre-échange, qu'est le moins-disant social, qu'est le moins-disant environnemental, qui pousse à la productivité, qui pousse les gens au suicide, qui pousse les salariés à la déprime, parce qu'il n'y en a jamais assez de faits. Merci aux gens qui ont réalisé l'étude sur le modèle économique néolibéral. Il y a une étude qui a été réalisée en Suède et en Suisse, qui a mesuré que les arrêts de travail dans nos modèles économiques, où il n'y en a jamais assez de faits, où il faut toujours produire plus pour enrichir les actionnaires, ça coûte 2 à 3% du produit intérieur brut. Les arrêts maladie, les gens malades, en déprime, en burn-out, études réalisées en Suède et en Suisse. On ne l'a pas chez nous en France, mais si c'est 2-3% du PIB chez eux, ça doit bien être pareil chez nous. Donc les mesures gouvernementales d'urgence, le Mercosur, certes, s'ils peuvent, il ne faut pas le signer. Bon, mais on est par terre sans le Mercosur. Simplement, il ne faut pas que les produits qui viennent de l'extérieur, CETA ou Mercosur ou autres, ou Allemagne ou Belgique, parce qu'il ne faut pas parler que du Mercosur, nos voisins européens, chaque nation a son mode de financement de sécurité sociale, chaque nation a des impôts différents, d'accord? Ça n'empêche pas de faire des échanges, ça. Mais on ne s'aligne pas sur le moins-disant social. Ce n'est pas le prix de référence du moins-disant mondial qui doit sonner le la sur le prix payé des produits agricoles, du blé, des canards ou des lapins. Donc première mesure, plan de désendettement. C'est quoi? C'est repartir sur un modèle vertueux où le paysan il gère ses volumes à travers des organisations de producteurs indépendantes et les circuits courts, les PAT. On repart sur un modèle vertueux, on met un plan de désendettement pour tenir ceux qui sont en place et réinstaller des jeunes. Et la dette, elle est transformée en rente perpétuelle, rachetée par le réseau bancaire. Ça coûte rien. Ce n'est pas une annulation de la dette, hein. Attention. C'est la transformation de la dette, c'est-à-dire du capital, on rembourse que les intérêts et c'est transformé en rente perpétuelle, donc on rembourse. Mais sur une très longue période et ça permet de repartir sur un modèle vertueux. Proposition numéro 2, à partir du moment où on reprend la facture et qu'on a des marges et qu'on est au-dessus du salaire moyen, c'est-à-dire au-dessus de 2650 € net, tous les paysans devraient être au-dessus du salaire moyen des Français. Tous. C'est une honte d'être en dessous. Tous. Bon, il faut revoir la fiscalité, parce que faire de l'optimisation fiscale, ça demande des comptables compétents, et ce n'est pas toujours évident. Certains ne veulent pas le faire, certains ne savent pas le faire. Donc revoir la fiscalité, une fiscalité à l'IS, exonérée des plus-values, où on paierait nos cotisations sociales et nos impôts sur notre salaire, c'est-à-dire nos prélèvements réels, et non sur un bénéfice d'entreprise qui nous pénalise. Et ensuite, donner à cette profession, imposer à cette profession l'assurance l'homme-clé. Aujourd'hui, un chef d'exploitation, homme ou femme, qui a un accident, qui est malade, a droit à 29 € par jour. 29 € par jour. C'est absolument un scandale. Donc c'est l'assurance l'homme-clé.
je me suis renseigné, c'est à peu près, il faut payer à peu près 6 000 € à l'année pour une personne pour avoir 2 équivalents temps plein pour remplacer un chef d'entreprise. L'assurance l'homme-clé obligatoire. Comment, dans un pays comme la France, en 2024, on peut traiter de cette façon des chefs d'entreprise qui sont en dessous le SMIC brut, 40% en dessous le RSA, en travaillant tous les jours. Ça s'appelle être traité comme des gueux. Ça s'appelle être traité comme des gueux. Donc, revoyons la chaîne de valeur. Allez manifester, les gars, chez ceux qui mangent le gâteau, mais n'allez pas voir le préfet, c'est pas lui qui mange le gâteau. Le préfet, lui, il peut mettre en mesure, avec le gouvernement, les 3 propositions que j'ai données à la fin, désendettement, fiscalité, voilà, pour redonner une visibilité. Mais le fond du sujet, le cœur du sujet, sans le Mercosur, c'est que la marge nous échappe et nous est volée, la marge, par les centrales d'achat et par l'industrie agroalimentaire qui malheureusement sont nos coopératives. Et les coopératives qui existent aujourd'hui sur le territoire et sont issues des lois Rochdale en Angleterre 1844. Et en 1844, quand les pionniers de Rochdale ont créé la coopération agricole, il avait bien spécifié que la coopérative devait veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur. Donc je pose et je repose toujours ma question, quelle est l'évolution sociale de nous, associés coopérateurs, paysans, coopérateurs? Quelle est notre évolution sociale ces 50 dernières années? On en est où? On en est où? Sachant que les premières coopératives sont nées en 1645, Michel Buch, c'était des cordonniers. Voilà, c'est très vieux la coopération. Voilà. Mais c'est ce qu'ils en ont fait. Ils ont utilisé le mot coopérative pour monter des structures multinationales avec des SAS et remonter des bénéfices à quelques actionnaires. Et maintenant, avec M. Rousseau et ses amis, on est rendu dans des start-up au sommet de Davos. On est rendu à vendre du vin dans les avions avec des sociétés qui travaillent avec M. Arnaud Rousseau. On est rendu à vendre du vin dans les avions en Nouvelle-Zélande. On est rendu à nourrir les animaux au Brésil avec des filiales du groupe Avril. Voilà où on est rendu. Donc selon lui, c'est le bon chemin. Le progrès, il est beau s'il est partagé par tous. Donc, n'oubliez pas, M. Rousseau, quand il pleut, il y a des gouttières. Il ne faudrait pas les boucher. À bientôt.